Donc, un semi-conducteur, c'est quoi? C'est un matériau de la colonne 4 de tableau de Mendeleïev qui a 4 électrons dans sa bande de valence. Les plus célèbres sont le silicium et le germanium. Pour atteindre leur stabilité, ces semi-conducteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre en commun leurs électrons de façon à atteindre une certaine stabilité de 8 électrons. Et ils vont s'organiser dans une structure cristalline que vous pouvez voir ici et que l'on étale en 2D ici, c'est-à-dire que chaque atome va mettre en commun 4 électrons pour atteindre la stabilité de 8. Bien, alors, ce que je viens de présenter n'est vrai que lorsqu'on est dans dans une température de 0 absolu, c'est-à-dire un petit peu moins 73 degrés Celsius. Mais en réalité, dès qu'on dépasse moins 73, pardon, on n'est plus dans ce schéma-là. C'est-à-dire toute petite agitation thermique, c'est-à-dire même à moins 200 degrés Celsius, on a déjà la création de ce qu'on appelle un trou et un électron libre. C'est quoi un trou et un électron libre? C'est tout simplement un électron qui, dû à cette agitation thermique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir libre. Vous voyez qu'ici, on a l'électron représenté qui est libre. Et derrière lui, il y a un manque d'électrons. Alors, normalement, un trou, ça n'existe pas. C'est juste une modélisation mathématique. Alors, c'est quoi? Tout simplement, ici, c'est l'ion qui est positif. Donc, on va avoir ici une charge positive autour de l'atome. Mais on préfère ne pas considérer ça, mais plutôt pour considérer un trou, justement parce que ce trou peut se déplacer. Donc, retenons que à une agitation thermique supérieure au zéro absolu, on va avoir des électrons qui vont devenir libres, qui vont constituer une charge négative, et des trous qui vont constituer une charge positive. Alors, justement, lorsqu'on applique un champ électrique à un semi-conducteur, qu'est-ce qui va se passer? Le semi-conducteur va avoir un déplacement un petit peu atypique. D'abord, on va avoir le déplacement des électrons libres. Vous voyez qu'ici, on a ces électrons-là qui sont déjà libres, donc qui vont pouvoir se déplacer dans le sens opposé du champ électrique. Alors, ça, c'est commun, c'est ce qu'on a connu toujours avec les métaux, mais les semi-conducteurs, on va avoir un autre phénomène qui est le déplacement des trous. C'est-à-dire que ce trou qui se trouve ici, il va se déplacer dans le même sens que le champ électrique. C'est-à-dire que on va avoir le trou qui était ici, mais qui va se manifester ici. En fait, ce qui va se passer, c'est que cet électron-là, il va se déplacer ici. Donc, dans les deux scénarios, il s'agit d'un déplacement d'électrons. Mais ce n'est pas le même déplacement. Cet électron, il est libre. Donc, il est justement libre de se déplacer. Il va se déplacer d'une manière beaucoup plus fluide que cet électron-là, qui est normalement lié. Et donc, pour se déplacer, il doit se détacher, c'est-à-dire gagner de l'énergie et passer dans la bande de conduction, puis se déplacer, venir ici, et perdre son énergie pour revenir de la bande de conduction à la bande de valence. Et enfin, finalement, on va avoir cet électron lié qui s'est déplacé jusqu'ici, ou bien on peut dire que ce trou s'est déplacé ici. Donc le trou, ça nous permet de distinguer deux déplacements. Un déplacement fluide d'électrons libres et un déplacement d'électrons qui ne sont pas libres, mais qui doivent se libérer, puis se déplacer, puis perdre leur liberté en deuxième fois, qu'on va dire que c'est un déplacement de trou. Remarquez que le premier déplacement, il est dans le même sens, dans le sens opposé du champ, avec une charge négative, donc le courant, il est dans le sens opposé. Et le trou, c'est une charge positive qui se déplace dans la même direction du champ, donc les deux courants ont le même signe, et donc ils vont s'additionner, c'est-à-dire il y aura une somme des deux courants. Donc un déplacement, un courant, c'est le courant des charges positives plus le courant des charges négatives, qui sont dans le même sens. Alors, un semi-conducteur comme celui que je viens de présenter, c'est ce qu'on appelle un semi-conducteur intrinsèque. Tout simplement, ça veut dire qu'il est pur, qu'il n'y a que les atomes du silicium, ou bien que les atomes de germanium, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impureté. Alors, dans ce cas-là, on va avoir
tout simplement le même nombre de trous et d'électrons. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a création, il y a création de la paire. C'est-à-dire qu'un électron va se libérer, il va laisser derrière lui un trou. Et donc, finalement, si on compte, ben, on va trouver qu'il y a autant de trous que d'électrons. C'est ce nombre qu'on va appeler Ni, c'est-à-dire le nombre de trous ou d'électrons dans le cas intrinsèque. Donc, la conductivité d'un semi-conducteur intrinsèque, ben, elle est égale à Ni, E, qui est la charge élémentaire, mu N, mu P. Mu N, c'est la mobilité des électrons. Alors, tout ce qui est électron, on va le noter N. Tout ce qui est trou, on va le noter P. Donc, comme on peut l'observer, la mobilité des trous, elle est beaucoup plus petite que la mobilité des électrons, parce que tout simplement, les électrons libres, ben, ils bougent plus facilement, ils sont justement libres que les trous qui sont un déplacement d'électrons liés, comme on a dit précédemment. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'un tel semi-conducteur? Ben, finalement, pas grand-chose. Une des applications que l'on pourrait voir ici, c'est que le Ni ici, c'est-à-dire le nombre d'électrons et de trous, ben, il dépend de la température. Plus il y a d'agitation thermique, plus il y aura de porteurs, et donc plus le Ni serait grand, et donc plus le sigma, c'est-à-dire la conductivité, serait grande. Donc, on peut en faire un thermomètre, si vous voulez, un thermomètre électronique. On applique une tension, et on sait que plus il y aura de courant, plus ceci indiquerait qu'il y aurait de la température. Plus la conductivité serait grande, et donc il y aurait de la température. Maintenant, pour vraiment exploiter les semi-conducteurs, ce qu'on fait, c'est que on va fabriquer des semi-conducteurs extrinsèques. C'est-à-dire qu'on va utiliser le dopage. Alors, c'est quoi le dopage? Ben, c'est tout simplement le fait d'injecter volontairement des impuretés pas choisies au hasard, mais des impuretés qui sont soit de la colonne 5, soit de la colonne 3, c'est-à-dire les colonnes voisines au semi-conducteur. Alors, ce qui nous donne justement deux types de dopage. Un dopage N, dans le cas où on injecte des atomes donneurs, c'est-à-dire qui vont nous donner un électron supplémentaire, comme c'est le cas par exemple ici dans la figure du phosphore qui va nous donner 5 électrons dans sa bande de valence. Et donc on va avoir 4 qui vont former la relation avec les cristals de semi-conducteurs et le cinquième qui serait libre. Et puis un dopage P, qui est ce qu'on appelle un dopage d'atomes accepteurs, comme c'est le cas du bore de l'aluminium ou de l'indium ici par exemple, qui va nous mettre juste 3 électrons dans la structure cristalline, mais qui laisserait quand même un trou. Alors attention, en faisant ça, on n'est pas en train de toucher à la neutralité électrique du semi-conducteur, parce que le semi-conducteur resterait neutre. C'est physique, c'est très normal. On ne va pas créer de la charge. On va tout simplement déséquilibrer le nombre d'électrons et le nombre de trous. Alors, avant, dans un semi-conducteur intrinsèque, on avait le Ni qui était égal. C'est-à-dire le nombre de N de trous est égal au nombre P le nombre P des trous est égal au nombre N des électrons. Ça ne va pas être le cas ici. On va avoir beaucoup plus d'électrons dans le cas N. On va parler alors d'électrons majoritaires. On va avoir beaucoup plus de trous ici. On va dire que les trous vont être majoritaires. Alors, quand est-ce que ça devient intéressant? C'est lorsqu'on met des semi-conducteurs côte à côte, N et P, ou bien PNP ou NPN, comme ce qu'on va voir avec les plus tard. Alors, c'est là où on a des phénomènes qui sont un petit peu atypiques, qui vont nous permettre d'avoir des choses intéressantes. Donc, si on met d'abord une jonction PN, c'est-à-dire N à côté du P, juste deux semi-conducteurs, un N et un P, et qu'on les met un à côté de l'autre. Alors, ce qui va se passer est, il va se passer dans l'ordre ici, dans cet ordre ici. Alors, vous allez remarquer que ici, on est en train de mettre un électron à côté d'un trou, puisque dans le côté N, on a beaucoup d'électrons. On a les électrons qui sont majoritaires, vous voyez, qui sont représentés ici par les points, et les trous qui sont représentés par les cercles. Donc, on a quelques trous qui sont dus à l'agitation thermique. Ici, par exemple, on en a deux. Ça veut dire qu'on doit avoir deux parmi ces électrons-là qui sont dus à l'agitation thermique. C'est ce qu'on appelle donc les porteurs intrinsèques. Puis, on a les autres électrons qui sont dus à l'existence de ces ions positifs qui les ont générés à cause du dopage. De l'autre côté, on a l'inverse, on a des ions négatifs, des trous, beaucoup de trous et quelques électrons.
Alors, ce qui se passe lorsqu'on met justement une surface ici commune, c'est qu'on permet à cet électron de se recombiner avec ce trou-là. Et à cet électron de se recombiner avec ce trou-là. Quand on fait ça, ben, au voisinage ici, ben, tous les électrons vont se recombiner avec tous les trous. Alors, ce qui va se passer, c'est que en réduisant le nombre d'électrons dans cette surface, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les électrons qui se trouvent ici vont venir combler le manque. Et les trous qui se trouvent ici vont essayer de venir combler le manque. Parce qu'il y aura un gap ici. Il y aura un manque de trous ici. Donc, il va y avoir les électrons, les trous qui vont venir de ce côté et les électrons qui vont venir de ce côté. Et quand ils arriveront au niveau de la surface, ben, ils trouveront un moyen de se recombiner. C'est-à-dire que les électrons qui sont venus, ben, ils vous trouveront d'autres trous qui sont venus pour se recombiner. Alors, en faisant ça, en continuant à faire ça, ça ne peut pas continuer indéfiniment, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à créer de la charge positive ici, parce que les ions, eux, ce ne sont pas des porteurs de charge libre, ce sont des porteurs de charge fixes. Ils sont fixes, ils ne peuvent pas bouger, ils sont liés par la structure cristalline. Donc, ces charges positives qui vont se cumuler ici, et ces charges négatives qui vont se cumuler ici, qui sont dues aux ions, ils vont créer un effet capacitif. C'est-à-dire qu'on aura de la charge plus ici, de la charge moins, on aura un champ EI qui va se créer dans cette direction. C'est ce champ qu'on représente ici. Alors, le problème de ce champ EI, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de repousser ces trous-là pour aller dans cette direction, pour aller dans la direction opposée. C'est-à-dire qu'il est en train de s'opposer à la recombinaison, qui est un phénomène naturel. On voulait toujours, donc, les électrons venaient pour se recombiner et les trous venaient pour se recombiner. Sauf que le champ est en train de les repousser. Donc, à un certain moment, plus on a cette recombinaison qui grandit, il est en train de faire en sorte qu'elle s'arrête elle-même. C'est-à-dire que ce champ, à un certain moment, il va être petit, mais il va commencer à grandir, jusqu'à un certain moment où il serait assez grand pour arrêter les trous de ce côté et arrêter les électrons de ce côté. C'est-à-dire que ce trou, on peut dire par exemple qu'il est en équilibre. C'est-à-dire qu'il y a la diffusion qui le pousse pour venir combler le manque de trous ici. Il y a une force qui le pousse pour venir ici. Et il y a une force qui le pousse pour revenir vers l'autre côté et il est en équilibre de force. Donc il y a un certain moment où ce processus va s'arrêter. Cette zone-là, c'est ce qu'on appelle une zone dépeuplée. Dépeuplée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de peuple. Et le peuple ici, c'est tout simplement les porteurs libres, c'est-à-dire les électrons et les trous. On dit qu'on va avoir une zone démilitarisé ou dépeuplé. Alors, ce champ intérieur, ben, il va être très intéressant en termes de polarisation. Si on vient appliquer une polarisation extérieure, c'est-à-dire une borne négative du côté N et une borne positive du côté P, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va créer un champ extérieur. Sauf que ce champ extérieur va être dans le sens opposé du champ intérieur. Alors, bien sûr, si ce champ extérieur est trop petit, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va réduire la zone dépeuplée. C'est-à-dire que le champ intérieur va être la somme EI plus E extérieur, qui va être un champ plus petit que EI, et donc la zone dépeuplée va être plus petite. Mais si le champ extérieur est plus grand que le champ intérieur, ben, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un champ résultant qui favorise la recombinaison. C'est-à-dire que ce champ-là, qui va être dans la direction de E extérieur, il va ramener les trous du côté P et il va ramener les trous du côté N pour se recombiner au niveau de la surface. Ce qui se passe ici, attention, on est devant un phénomène un petit peu spécial, c'est qu'on est en train de pomper avec la pompe. Alors un générateur, c'est une pompe. On est en train de pomper des électrons ici, c'est-à-dire qu'on est en train de les injecter ici. On est en train de les tirer avec le champ, dans la direction opposée du champ. On est en train de les tirer vers la surface. Et on est en train d'injecter des trous du côté P. Alors, vous direz que c'est bizarre d'injecter des trous. En fait, on est en train d'arracher des électrons. Si on est en train d'arracher les électrons pour les faire tourner de ce sens, ça veut dire qu'on est en train d'arracher des électrons, on est en train de créer des trous. Si on est en train de créer des trous, on peut dire qu'on est en train d'injecter des trous. Mais ces trous qu'on est en train d'injecter ici, qu'est-ce qu'on fait? Le champ est en train de les tirer vers la zone de recombinaison.
Donc en fait, on est en train d'injecter des électrons ici et de les tirer vers la surface de contact. Et on est en train d'injecter des trous ici et de les tirer vers la surface de contact. Et donc il va y avoir un passage de courant. Alors, si on met une polarisation inverse, c'est simple. On va créer un champ extérieur qui est dans la même direction que le champ intérieur. Et tout simplement, impossible d'avoir un passage de courant. On est en train de renforcer le E intérieur et donc il n'y aura pas de passage de courant. C'est pour ça que la diode, qui est tout simplement jonction PN, elle permet le passage de courant, mais après un seuil, c'est-à-dire que lorsque le champ extérieur n'a pas encore dépassé le champ intérieur, il n'y a pas de passage de courant, mais dès qu'on dépasse le champ intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y aura un fort passage de courant, parce qu'on est en train de favoriser ce déplacement d'électrons et de trous, et on est en train de favoriser leur recombinaison. Alors, justement, on peut démontrer mathématiquement que le courant est égal à I, un certain I0, qui est fonction de la température, exponentielle Vd, qui est la tension seuil, sur phi, phi étant Kt sur E. Alors, bien sûr, ça c'est la caractéristique, ce qu'on appelle la caractéristique d'une diode. Et ici, il faut savoir qu'une diode, elle est passante en sens inverse. Si on veut voir ça, ben, il faut un petit peu agrandir. C'est ce qu'on a fait ici. Ici, c'est en milliampères, mais dans le sens négatif, pour un VD négatif, pour un courant négatif, ben, le courant n'est pas du même ordre de grandeur. Donc ici, on a un changement d'échelle pour pouvoir voir qu'il y a un petit passage de courant. Alors, ce passage de courant, il est dû aux électrons minoritaires. Si vous vous rappelez, quand on a raisonné ici, on a raisonné que sur le déplacement des porteurs majoritaires. Alors, si on regarde les porteurs minoritaires, ben, le champ E intérieur, ou bien lorsqu'on a une addition des deux champs, ben, dans ce cas, on est en train de repousser les trous ici et de repousser les électrons ici, mais les petits électrons, le peu d'électrons qui est ici, ben, on est en train de l'attirer. Et le peu d'électrons qui est ici, ben, on est en train, le peu de trous pardon, qui se trouve ici, ben, on est en train de l'attirer. Donc, un champ, une polarisation inverse, un champ dû à la polarisation inverse, il est favorable au passage de courants minoritaires, sauf qu'ils sont minoritaires et donc ça génère un petit courant.